Bonsoir. Jour J pour la loi anti-tabac, les laboratoires Mérieux à l'origine d'un rebondissement dans l'affaire du sang contaminé, la responsabilité des ministres, le sprint final dans la course à la Maison-Blanche, tels sont les titres de l'actualité qui sera commenté par Jacques Barrot. Il est le grand témoin du 19-20. Après les révélations du Monde d'hier soir, les laboratoires Mérieux sont donc au cœur d'un rebondissement spectaculaire dans l'affaire du sang contaminé par le virus du sida. Ce soir, Alain Mérieux nous confirme que son entreprise a vendu à l'étranger du sang non testé, non chauffé, alors qu'on connaissait déjà les risques. Catherine Matoche. 1985, alors que le gouvernement français institue le dépistage obligatoire du virus du sida chez les donneurs de sang, l'Institut Mérieux, laboratoire privé, commercialise des produits anti-hémophilique facteur 8 non chauffés et non testés pour le virus du sida. Ce sont ainsi quelques 9000 flacons qui sont exportés vers une dizaine de pays. À l'époque, entre l'Institut Mérieux et les autorités sanitaires, qu'elles soient françaises ou étrangères, il n'y a officiellement aucun contact. Ce que je peux dire, c'est que cette activité qui était relativement faible par rapport à l'activité de notre chiffre d'affaires, aujourd'hui, avec les connaissances que nous avons, j'estime que nous avons pris quelques mois de retard. Que ce retard, je l'explique, que ce retard, comme biologiste, je le regrette profondément, et ce retard, comme président, je l'assume. Il faudra attendre novembre 85 pour que l'Institut Mérieux décide de ne commercialiser que des produits chauffés. Pendant 4 mois donc, des produits sanguins à risque ont continué à être exportés sans l'intervention des pouvoirs publics. Dans un domaine aussi complexe, dans un domaine à responsabilité aussi grande que le nôtre, il est impossible pour un fabricant d'assumer, comme nous le faisons aujourd'hui, la responsabilité totale, depuis l'établissement des normes, le contrôle de chaque lot, et enfin la réglementation générale. Nous avons besoin d'une autorité de tutelle forte et ayant des moyens. Où s'arrête la responsabilité d'un laboratoire? Où commence la tutelle de l'État? La question est posée. Alors, dès l'annonce de cette nouvelle affaire, le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, a réagi très violemment. Il a mis notamment en cause le fonctionnement du ministère de la Santé de l'époque. Daniel Sportiello. Pas question pour Bernard Kouchner, ministre de la Santé, d'assumer la gestion de ses prédécesseurs au poste qu'il occupe, même si ce prédécesseur s'appelle Edmond Hervé et qu'il est issu de la même majorité présidentielle que lui. Dans la réaction qu'il a donnée de New York à l'AFP après la révélation du journal Le Monde sur l'Institut Mérieux, Bernard Kouchner met en cause l'Institut, mais dénonce aussi le dysfonctionnement du ministère de la Santé en 84-85 lors du déroulement de l'affaire du sang contaminé. Laxisme, irresponsabilité, ignorance, le ministre en exercice ne mâche pas ses mots. Et lorsqu'il réclame un débat sur la responsabilité administrative, morale, mais aussi politique de chacun, il se démarque d'Edmond Hervé, alors ministre de la Santé, et de Georgina Dufoy, ancien ministre des Affaires sociales. Voilà qui ne va pas conforter la position des ministres impliqués dans cette affaire et qui sont déjà sur la sellette. Jacques Barrot, bonsoir. Bonsoir. Je rappelais tout à l'heure, vous avez été ministre de la Santé dans un gouvernement de Raymond Barre. Alors, vous avez entendu les accusations de Bernard Kouchner. Est-ce que vous, lorsque vous étiez ministre de la Santé, vous avez senti parfois ces dysfonctionnements et le fait que vous ne pouviez pas forcément maîtriser tout ce qui se passait dans les laboratoires? Oui, j'ai surtout éprouvé le manque de moyens du ministère de la Santé. Et je peux dire, puisque nous avons écouté Alain Mérieux, qu'Alain Mérieux est de ceux qui ont demandé depuis de longues années qu'il y ait vraiment un organe étatique de contrôle, de surveillance de tous ces produits du sang. Et je pense qu'il y a là une vraie défaillance de l'État dans ce domaine. Il faut s'y rappeler qu'il faut de vrais arbitrages. Par exemple, quand Montagnier a découvert son test, il a fallu des mois et des mois pour qu'il obtienne l'argent pour le développer. Donc il y a quand même un vrai problème en France, c'est de savoir si nous avons le ministère de la Santé à la mesure des besoins. L'année dernière, j'ai beaucoup reproché à Madame Cresson d'avoir retiré le texte sur l'agence du médicament. Nous avons besoin d'une
administration beaucoup plus forte qui permette les surveillances et les contrôles nécessaires. Alors sur l'aspect plus politique, hier Laurent Fabius souhaitait s'expliquer devant un jury d'honneur sur son activité en tant que Premier ministre de l'époque. Michel Rocard, lui, souhaite une réforme de la Haute Cour. Vous, Jacques Barrot, vous pensez qu'il faut une réforme de la Constitution? Écoutez, d'abord, il y a longtemps que je milite de toutes mes forces avec mes amis du CDS et de l'Union du Centre pour que les hommes politiques soient traités comme des justiciables ordinaires. Et il est temps maintenant, et je dirais, profitons de ce drame pour mettre nos règles en accord avec cet idéal qui fait que les Français aient le sentiment que leurs hommes politiques n'échappent pas à la justice. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous croyez à la Haute Cour quand même? Il faut la conserver, cette Haute Cour, ou il faut trouver autre chose? Je crois qu'une réforme constitutionnelle peut être adoptée relativement rapidement et aisément. Il suffit de revenir à l'esprit de la République qui avait prévu une haute cour pour les cas de trahison, nous ne sommes pas là, mais qui avait prévu aussi que la Cour de cassation pouvait très bien être saisie pour des manquements à la responsabilité par des hommes politiques. Il faut y revenir, il suffit de rajouter à un article de la Constitution 2 lignes, et puis les choses seront enfin claires. Et je pense que c'est très important qu'il y ait un électrochoc, que les Français comprennent que les hommes politiques ont décidé désormais, je dirais d'une manière unanime, d'assumer leurs responsabilités. Cette idée de réformer la Constitution pour trouver un autre moyen de juger l'action des ministres est partagée par quasiment tous les hommes politiques. 2 ministres en fonction se sont exprimés aujourd'hui sur le sujet et tous les 2 ont admis que le système de la Haute Cour devait être revu et corrigé. Écoutons-les. Que ce débat sur la responsabilité puisse aller jusqu'à son terme, comme Bernard Kouchner l'a d'ailleurs souhaité avec force hier, que ce débat puisse également aller à son terme sur la connaissance des faits, sur les relations qui ont pu exister entre le ministère de la Santé, entre la direction de ceci, la direction de cela, et des instituts qui sont naturellement mus par une logique économique comme l'Institut Mérieux. On ne peut plus tolérer de donner le sentiment qu'il y a 2 justices, une justice pour les uns et une justice pour les autres, qu'il s'agisse des députés, sénateurs ou qu'il s'agisse des ministres. Je pense donc qu'il faut que la responsabilité d'un ministre puisse être mise en cause à l'initiative de tout citoyen. Alors, Gilles Leclerc, Jacques Barrot, ici présent, Michel Sapin, Jean-Pierre Soisson, apparemment il y a un consensus ce soir pour réformer tout cela. Oui, ce soir, en quelques jours, on le voit, devant la passion, mais aussi les justes interrogations de l'opinion publique, la classe politique a, semble-t-il, basculé, oublié, dépassé la haute cour, presque rangée aux oubliettes. Les politiques non sans courage, par exemple pour Laurent Fabius, réclament le droit d'être jugé, au moins le pouvoir de s'expliquer comme n'importe quel citoyen. Car il y a ce soir un double malaise. Malaise d'abord à la suite du procès du sang contaminé, avec le retour déjà très médiatique de Michel Garetta qui, avant d'aller en prison, a posé quelques vraies questions. Malaise encore quand on apprend ce soir qu'un des plus prestigieux laboratoires français exportait encore, en novembre 85, du sang contaminé. Mais au-delà de cette affaire, c'est bien le malaise autour de la question plus générale de la responsabilité politique qui est posée. Les politiques, justement, ont maintenant le mérite d'avoir envie d'y répondre. Espérons que cette réflexion puisse aller plus loin. Regrettons tout de même que ce soit au prix d'un drame terrible que ces questions soient posées ainsi à chaud. Elles sont sans aucun doute plus intéressantes et plus importantes que les problèmes de la cohabitation, des primaires ou de savoir qui aura le leadership pour mener la bataille des législatives. Merci Gilles. Jacques Barrot. Oui, simplement allons droit au but, faisons la réforme, c'est le moment. Et deuxièmement, alors il y a aussi quand même le fonctionnement de l'État. Il faut savoir comment fonctionnent les cabinets ministériels, les directions, parce qu'il y a là toute une série de dangers que nous ne voulons plus revoir dans ce pays. Et j'ai moi-même proposé une commission de réflexion et d'enquête parlementaire sur le fonctionnement de l'État. Car il faut savoir, encore une fois, ce que fait l'expert, ce que fait le directeur d'administration, ce que fait aussi le conseiller du ministre. Alors, Gilles Leclerc évoquait la campagne pour les législatives. Jacques Barrot, vous êtes à l'origine, c'est vous qui avez déposé la motion de censure au nom de l'opposition tout récemment. Était-ce vraiment nécessaire, elle a échoué, était-ce vraiment nécessaire à 5 mois seulement des législatives? Oui, ne serait-ce que pour prendre date. Et d'ailleurs, le débat a été beaucoup plus intéressant qu'on aurait pu le penser. Dans la mesure où, d'abord, mes collègues de l'opposition et moi-même avons non seulement critiqué l'immobilisme du gouvernement. En tout cas, pour ma part, j'ai parlé d'un gouvernement veilleur de nuit avec des indices
qui oublie de faire les réformes de structure et d'adapter la France. Mais ça nous a permis aussi de parler déjà un peu de ce que nous ferons. La politique des grands équilibres, oui, mais une politique d'investissement, mais une politique sociale nouvelle, basée sur les nouvelles priorités, nouveaux besoins sociaux. Bernard Besson disait récemment que l'électorat se tourne vers l'opposition par rejet plus que par adhésion. Donc il y a un vrai problème d'explication. Ça, je l'ai dit moi-même en terminant mon discours devant M. Bérégovoy. Je pense que nous n'aurons pas un a priori de confiance comme ça. Il faudra le mériter. Et c'est pour ça qu'il faut que dans les mois qui viennent, nous parlions clair sur ce que nous voulons faire de la France et des Français. Parce qu'il faut que l'on comprenne que l'on veut un pays fort, mais en même temps, on veut des Français qui soient plus solidaires. Jacques Barrot, vous parlez il y a un instant de politique sociale. Qu'est-ce que vous pensez des propositions en matière de relance, par exemple, de Philippe Séguin et Charles Pasqua, qui sont tout de même vos alliés au sein du RPR? Quand ils parlent de relance, et y compris de dévaluation éventuelle du franc. Je pense qu'ils ont raison sur le plan de l'objectif social, mais ils se trompent de moyens. Car ce n'est pas par des dévaluations qui dopent pendant quelques mois les industries qu'on créera des emplois. C'est bien par un franc fort, mais par, évidemment, un transfert des ressources du pays, d'emplois improductifs, notamment de l'administration qui, quelquefois, est hypertrophiée, vers la force productive. Il faut créer des emplois à travers nos entreprises. Donc, oui, un objectif social qui doit être essentiel, mais en même temps, ne pas se tromper de moyens. Vous pourriez gouverner avec eux, avec Charles Séguin et avec Charles Pasqua, pardon, Philippe Séguin. Il faudra qu'il y ait une explication très claire sur ce sujet. Et notamment sur l'approche sociale, je suis de ceux qui y sont très attachés. Il ne faut pas se tromper là aussi. Nous devons garder notre sécurité sociale, l'adapter, l'orienter de manière plus sélective vers les besoins sociaux prioritaires. Et je pense à la petite enfance, je pense aussi aux vieillards dépendants. Mais il ne faut surtout pas bouleverser cette sécurité sociale à laquelle nous sommes très attachés. En cas de victoire de l'opposition, êtes-vous de ceux qui disent qu'il faut aller à la cohabitation? Écoutez, la cohabitation, c'est sûrement pas souhaitable. Je crois qu'il n'y a pas un Français de bon sens qui pense que nous ne devrions pas tous souhaiter une clarification. Mais celui qui est responsable de la cohabitation éventuelle, il n'y en a qu'un, c'est le président de la République. Alors, moi je dis simplement, si le président de la République ne décide pas de procéder à cette grande clarification que serait une élection présidentielle, à ce moment-là, il faudra que la cohabitation soit une cohabitation très active et que si elle ne peut pas être active, je veux dire que si on ne peut pas s'occuper de ce pays alors qu'il est dans l'attente de solutions, eh bien à ce moment-là, il faudra poser le problème devant les Français et ne pas reculer éventuellement devant une crise. Aux États-Unis, à 2 jours des élections présidentielles, l'incertitude est toujours totale. Les derniers sondages donnent le candidat démocrate Bill Clinton gagnant, mais avec des écarts qui vont entre 3 et 9 points sur le président Bush. Rarement le suspense aura été aussi grand et les deux camps, vous allez le voir, sont de plus en plus inquiets. Reportage à Washington de Christian Mallard et Dominique Duchâteau. À 48 heures du scrutin, l'élément surprise de cette fin de campagne se situe là. À l'intérieur de ces murs, ceux du vieux parti républicain ou les stratèges qui ont bâti la campagne de Bush croient encore, après avoir longtemps désespéré, que leur président coiffera Bill Clinton sur le poteau grâce à son expérience politique. Les Américains peuvent flirter avec l'idée de voter pour Bill Clinton, ou même pour Ross Perot. Mais quand il leur fera choisir, ils vont s'en retourner du côté du président, parce qu'ils s'inquiètent de ce que Clinton représente pour ce pays. D'autres membres du parti, comme Christopher Hennick, le directeur des 20 gouverneurs républicains, se montrent prudents. Ils reconnaissent que les erreurs de George Bush en économie peuvent leur coûter la victoire. Je pense que des erreurs ont été commises par le président. Nous ne nous sommes pas assez préoccupés du chômage et nous avons manqué beaucoup d'occasions de le faire. Tout arrive trop tard pour Bush. Oui, il pourrait être une sorte d'anti-héros tragique, d'une pièce de Shakespeare. À l'intérieur du Capitole, Walt Riker, le porte-parole de la minorité républicaine, lui, évoque un retournement de situation historique. Le président Bush est encore à la traîne dans les sondages. Il l'a été très longtemps. S'il gagne, ce sera le plus grand retour dans l'histoire de la politique de ce pays. Chez les démocrates, on se refuse à envisager la défaite. Thomas Quinn, le principal lobbyiste de l'équipe Clinton-Gore, revoit déjà les années Kennedy. Je pense qu'avec Clinton et Gore, on va revivre les années Kennedy. Je suis sûr que Clinton aura avec lui les collaborateurs les meilleurs et les plus brillants. Il prendra des républicains, des indépendants, des démocrates,
des intellectuels, des hommes d'affaires. Ça sera une nouvelle ère. Une nouvelle ère s'ouvrira, quel que soit le vainqueur. Mais si le score est très serré, la situation sera d'autant plus difficile pour l'actuel ou le nouveau président que le pays aspire profondément à un changement de système politique et qui plus est, dans une période de crise économique. Jacques Barrot, votre cœur balance du côté de Clinton ou du côté de Bush? Vous savez, je connais un peu les montagnes de l'Arkansas. Elles ressemblent un peu aux montagnes de la Haute-Loire. Alors, ce n'est pas une raison suffisante. La vérité, c'est que j'ai souffert dans une mission il y a 2 ou 3 ans de voir qu'aux États-Unis, un peu, chacun se repliait sur soi. Si Clinton peut briser cette espèce de tentation de vivre chacun pour soi et de rétablir une vraie communauté aux États-Unis, une communauté humaine, c'est important et je pense que peut-être il faut lui laisser cette chance. Un convoi de l'UNICEF a réussi à entrer dans Sarajevo aujourd'hui avec des vêtements, des couvertures et des médicaments pour les enfants bosniaques. C'est le premier convoi parti de Belgrade qui a réussi à atteindre la ville depuis 5 mois. En Croatie, les réfugiés venus de Bosnie-Herzégovine continuent à affluer. Marie-Odile Pagnès. Ils ont fui les combats et les bombardements, fui les caves où il fallait se réfugier, fui la peur quotidienne. Dans ce camp de Resnik, près de Zagreb, en Croatie, ils sont 5000 musulmans de Bosnie. Coincés dans des baraquements de fortune, pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage non plus pour affronter l'hiver. Il manque de vêtements chauds, de médicaments. Il faut faire la queue pour un peu de nourriture, trop peu. Pourtant, ce rien-là vaut mieux que les tirs d'artillerie, alors des milliers de Bosniaques prennent encore chaque jour le chemin de l'exode. Près de Jaïche, ville du centre de la Bosnie prise par les Serbes après une bataille meurtrière, les habitants en fuite forment une colonne qui s'étire sur 15 km. La Croix-Rouge tente de regrouper les réfugiés et de les transporter en Croatie. Mais les autorités croates ont déjà accueilli plus de 400 000 réfugiés à qui elles ne peuvent offrir que des camps comme celui de Resnik. Alors, elles refusent maintenant les nouveaux arrivants. En Croatie, les habitants préfèrent croire que cette guerre est finie pour eux. À Osijek, l'une des villes les plus touchées par les combats, ils organisaient aujourd'hui une célébration à la mémoire des victimes de la guerre. Cette guerre qui en Bosnie tue encore et toujours et ne laisse même plus aux vivants assez de répit pour enterrer leurs morts. Retour en France avec un week-end de la Toussaint qui n'aura pas failli à la tradition. Le mauvais temps et surtout le brouillard ont été à l'origine de très nombreux accidents, en particulier sur les autoroutes de la région parisienne. Le plus spectaculaire s'est produit ce matin sur l'A6. Jean-Paul Chapelle. Le soulagement après l'angoisse. Les parents de 107 enfants ont connu la frayeur de leur vie aujourd'hui. Les gamins sont tous indemnes, mais le carambolage de ce matin, entre leurs 3 autocars en rentrant de vacances et un poids lourd, aurait pu s'achever par un bilan terrifiant. 7h15 ce matin, sur l'autoroute A6, à cause du brouillard, la visibilité est réduite à 20 mètres. À hauteur de Savigny-sur-Orge, un premier accident se produit entre 2 voitures. En cascade, les collisions s'enchaînent ensuite, impliquant une trentaine de véhicules. 4 personnes sont blessées, le chauffeur du camion est dans un état grave. Cette voiture a pris feu, mais les occupants ont pu s'en extraire à temps. Pendant plusieurs heures, l'autoroute dans le sens province-Paris est paralysée. Le plan rouge est partiellement déclenché par la préfecture. Un autre carambolage s'est produit ce midi sur l'autoroute A10 au péage d'Allainville dans les Yvelines. Cette fois, l'accident a fait 1 mort et au moins 4 blessés. En Lorraine, ce sont 3 jeunes gens qui ont trouvé la mort cette nuit près de Gondreville. Âgés de 23 à 26 ans, ils rentraient d'un bal. Là encore, le brouillard et la vitesse excessive sont à l'origine de l'accident. Premier jour de frustration pour les fumeurs et premier jour de soulagement pour les non-fumeurs. La loi anti-tabac est entrée en vigueur la nuit dernière à 0h. Comment cette première journée s'est-elle passée dans les restaurants et les cafés? Reportage France 3 Bordeaux, Christophe Chassaigne et Baptiste Boisseau. Est-ce que vous savez qu'à l'instant précis, vous êtes en infraction? Ah oui, c'est vrai. Mais... Vous étiez au courant? Oui, mais j'avais complètement oublié là. Et pourquoi il n'y a pas de panneau alors dans la gare qui interdit aux fumeurs de fumer? Ah, pourquoi? C'est interdit de fumer? Dans les lieux publics. Ah ben j'étais pas du tout au courant. Ça m'embête un petit peu, comme tous les fumeurs. Bon, moi je préfère pas faire attention. Bon, c'est vrai, c'est peut-être de l'égoïsme. J'ai l'impression qu'il y a assez d'air pour tout le monde ici quand même, non? L'information est plus ou moins bien passée. Pourtant, depuis ce matin, le droit des fumeurs à être protégés peut se traduire par des sanctions. Vous seriez disposé à payer un procès-verbal de 600 à 1200 francs? Oui, tout à fait, comme les routiers qui auraient
je sais pas, perdu leur point ou comme un chauffeur qui aurait grillé un feu rouge. La loi, c'est la loi. Une loi qui d'ailleurs ne concerne pas que les fumeurs. Autres cibles, employeurs et propriétaires de lieux publics doivent aménager leurs établissements pour assurer la coexistence pacifique. Amende prévue de 3 à 6 000 francs, une façon d'inciter les plus irréductibles. Est-ce que vous allez aménager votre salle? Pas du tout. Pourquoi? Parce que d'abord j'ai pas les moyens, et puis je ne le ferai pas quoi. Et si un client vous dit je suis non-fumeur, où est-ce que je peux m'installer dans votre salle? Là où il veut, si ça ne le dérange pas. Sinon c'est dehors. Comme une frangine à la dérive. Comment imaginer un bar sans l'atmosphère enfumée? Il est des habitudes qu'aucune amende ne pourra bousculer. Ah, ne parlez pas d'amende, le gouvernement a tout chassé des amendes. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire là, on ne peut pas faire ci, c'est des amendes partout. T'es une donneuse de paradis, t'es ma vitale. Jacques Barrot, depuis longtemps, vous combattez le tabac. C'est une loi qui doit vous satisfaire, alors? Écoutez, ce décret peut être la meilleure des choses, mais aussi peut devenir la pire des choses, s'il n'est pas appliqué intelligemment. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de déclarer la guerre civile. On n'est pas au temps de la prohibition, et il n'y a pas Al Capone qui va survenir. Donc je crois qu'il faut faire un bon usage de ce décret. Il ne faut pas non plus que l'on prétende à coup d'amende remplacer le savoir-vivre, hein. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut aussi accompagner ce décret, parce que le vrai problème, c'est pas de dénoncer les fumeurs, c'est tout simplement de les aider à s'en débarrasser. Et c'est pour ça que ce décret ne me satisfait pas entièrement en lui-même, parce qu'il pourrait cacher l'essentiel. L'essentiel, c'est les 3 P. C'est prix, publicité, prévention. Prix, vous savez que j'ai moi-même essayé d'obtenir la sortie de l'indice des prix du tabac, parce que je crois qu'il faut que le tabac soit un peu plus cher, parce que c'est moyen de dissuader les jeunes. La publicité. Personne ne sait que le cow-boy de Marlboro vient de mourir d'un cancer. Je voudrais le redire. Et puis prévention. Le chef présumé de l'organisation basque indépendantiste Ipar Etarrak comparaîtra demain devant la cour d'assises spéciale de Paris. Philippe Bidard et 4 autres militants présumés devront répondre, entre autres, du meurtre de 2 CRS. Rappel des faits, Clément Védrénal. Philippe Bidard, le dernier des grands terroristes français, le voici lors de son arrestation en février 1988, après plus de 6 ans de cavale. Philippe Bidard était recherché depuis mars 82 après le meurtre de 2 CRS tués au Pays basque français à Saint-Étienne de Baïgorri. Un meurtre attribué immédiatement par les enquêteurs au mouvement séparatiste basque Ipar Etarrak. Fondé en 1973 sur le modèle de l'ETA, l'organisation terroriste basque espagnole, Ipar Etarrak a revendiqué près de 150 attentats, essentiellement à l'explosif, en 17 ans. Pour ces attentats, Philippe Bidard a déjà été jugé avec 14 autres membres de l'organisation terroriste pour association de malfaiteurs devant le tribunal correctionnel de Paris. C'était en janvier 1991. Mais demain, c'est devant la cour d'assises spéciale de Paris que le chef militaire d'Ipar Etarrak aura à répondre notamment du meurtre des 2 CRS. L'ancien séminariste Philippe Bidard, qui avait choisi la violence et le terrorisme, risque la réclusion criminelle à perpétuité. Sport, en tennis, le Français Guy Forget s'est incliné avec les honneurs cet après-midi en Suède. Dans la finale du tournoi de Stockholm, il a été battu par le Croate Goran Ivanisevic en 4-7, 7-6, 4-6, 7-6, 6-2. Un bon match avec 2 tie-breaks pour le Français, et cela à la veille du début du tournoi de Bercy. Demain donc, ouverture de l'Open de Bercy qui sera retransmis tous les après-midi sur France 3 avec dès demain, dès le premier jour, les matchs Santoro-Medvedev et Pioline-Camporese. Présentation de ce tournoi avec Didier Balèze et Catherine Bertillier qui assistaient au dernier entraînement cet après-midi. Le Palais des Sports de Bercy, théâtre des exploits de Forget, vainqueur 92, accueille pour la 7e année le tournoi en salle le plus doté du circuit avec près de 2 millions de dollars de prix. Côté organisation ou côté joueur, une extrême concentration régnait cet après-midi. Sur le central, Boris Becker, vainqueur 86, observe avec attention et inquiétude Jim Courier qu'il pourrait affronter en quart de finale. L'Américain, actuel numéro 1, sorti prématurément par Camporese l'an passé, s'est astreint à une préparation particulière pour parvenir à ses fins et déjà, il fait figure de favori. Thomas Muster, l'Autrichien qui aime Paris, devrait rencontrer au 3e tour un autre Américain, la surprise de l'année, Malivai Washington, tête de série numéro 10. Bref, un tournoi ouvert, décisif, indécis, avec les 25 meilleurs mondiaux.
C'est le dernier grand tournoi de la saison. Il est capital pour la qualification pour les finales du circuit à Francfort. Et aussi bien les joueurs qui sont en course pour cette finale que ceux qui ont des points ou un titre à défendre, je pense notamment à Guy Forget, eh bien, sont tout à fait concentrés sur cet objectif. Chacun ce soir essaie d'oublier ses bobos de fin de saison, tout en espérant rencontrer le plus tard possible l'une des 3 terreurs que sont courir Sampras ou Edberg. En cas de victoire à Bercy, l'un des 3 serait en effet assuré de la place de numéro 1 mondial. Voilà, un dernier mot de sport pour vous dire que dans le marathon de New York, c'est le Sud-Africain Willy Mtolo qui l'a gagné. Et chez les femmes, c'est l'Australienne Lisa Ondieki. Jacques Barrault, merci d'avoir été le grand témoin de ce 19-20. Fin de cette édition à 20h45 du cirque sur France 3, puis le divan d'Henri Chapier avec le comédien Jean-Marc Barr. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 22h30 pour le soir sur la 3. Très bonne soirée sur France 3 bien sûr.